On est engagé dans un projet très ambitieux, puisqu'il vise à concrétiser la vision qu'a eue Léonard de Vinci pour un jeune roi, François Ier, et pour une ville, Romorantin. Cette vision, c'est un palais somptueux et démesuré, mais un palais qui n'a jamais été construit. Pour autant, Léonard de Vinci a laissé un certain nombre d'indices, des écrits, des esquisses, des croquis qui sont conservés dans différents musées. Et c'est à partir de ces indices-là que nous allons travailler. Je vais donc partir à la recherche de chacun de ces indices et les soumettre à des historiens, à des spécialistes qui vont les traduire pour qu'à notre tour, nous puissions les interpréter dans les logiciels d'image de synthèse et finalement rendre réel, donner vie à ce palais qui n'a existé que dans l'imagination de Léonard de Vinci. Le but maintenant, c'est de passer au-dessus de Romorantin, Exactement. dans cette zone, un peu au sud, Ouais. et après de continuer là sur les petites rivières là, D'accord. et après d'aller se poser. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances et à quelle occasion François Ier a invité Léonard de Vinci à venir s'installer en France. On sait que par un document qui a été découvert vraiment très récemment, ce document c'est une lettre qui est datée de mars 1516, on sait par cette lettre que le roi François Ier et sa mère, Louise de Savoie, attendent avec une certaine impatience, semble-t-il, Léonard à la cour. On peut l'imaginer aussi que le roi François Ier lui a proposé des conditions intéressantes. Alors ça c'est certain, les conditions étaient finalement assez attractives parce qu'on sait que François Ier a offert une pension extrêmement confortable, une pension qui était en fait plus importante que celle qu'il versait au commandant de son armée. On sait aussi qu'il lui a octroyé un manoir, c'est aujourd'hui le château du Clos-Lucé. Donc là, on arrive dans la zone. Hein. Là, vous avez l'hôpital là-bas. Ouais. Et entre la Sauldre, si vous voulez jusqu'à l'église, c'est l'endroit où Léonard de Vinci devait construire son château. Une chose un peu surprenante vue du XXIe siècle, c'est cette volonté de s'implanter à Romorantin, dans une région qui, en tout cas aujourd'hui, ne nous semble pas être une région susceptible d'accueillir la cour, mais est-ce qu'on a une explication à ça? Nous sommes en fait pas du tout loin de la Touraine et donc des châteaux du Val-de-Loire, notamment d'Amboise, notamment de Blois, où donc la cour séjourne à cette époque le plus souvent. C'est une région recouverte par la forêt, riche en gibier. Or, la chasse à cette époque est le passe-temps favori de tous les nobles et en particulier du roi François. Une autre explication réside aussi dans le fait que nous sommes ici sur les terres de Louise de Savoie. Dès que François Ier monte sur le trône de France, c'est vraiment une des personnalités incontournables en fait, de la cour et du royaume. Salut Natalia. Ça va, t'es bien arrivé alors? Oui, super voyage. J'ai un rendez-vous avec le conservateur de la bibliothèque ambroisienne pour une discussion autour des feuillets originaux dessinés par De Vinci. Mais c'est une discussion qui va avoir lieu en italien et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour faire un peu la traduction. Et puis comme je sais que tu es une passionnée et d'histoire et de Léonard de Vinci, je pense que ça peut t'intéresser. En fait, on a une certaine urgence dans notre travail puisqu'on a une exposition de ce palais en images de synthèse au Musée des sciences de Trento dans quelques semaines. Donc il est indispensable, si tu veux, de trouver les feuillets originaux de Léonard de Vinci et puis l'expertise des différents historiens qui nous aident à reconstruire ce palais. Donc là, j'espère vraiment qu'on va avoir toute cette matière pour avancer, quoi.
Alors, monseigneur, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des codex et en particulier celle du Codex Atlanticus? Certainement, le Codex Atlanticus et le Codex Windsor apparaissent tardivement après la mort de Léonard. Il faut imaginer la mort de Léonard en 1519 au Clos Lucé, entouré de ses élèves. Il a amassé un nombre impressionnant de feuilles volantes, des feuilles que Léonard a remplies de notes et d'esquisses. Ces feuillets ont été conservés en particulier par son disciple Francesco Melzi, qui les a ramenés en Italie. Après la mort de Francesco Melzi, ses héritiers n'ont pas le même souci de ces feuillets qui sont encore dispersés et vont finir dans un grenier. Les héritiers de Melzi s'en servent pour payer leurs dettes de jeu ou les montrent à leurs invités qui en emportent une partie. Tout ceci conduit à une dispersion des feuillets partout en Europe. Mais à la fin du XVIe siècle, Pompeo Leoni, fils du célèbre sculpteur Leone Leoni, va s'employer à retrouver et à rassembler les documents dispersés qu'il organisera ensuite en deux thématiques. Codex signifie livre relié. Cela n'a rien à voir avec le code secret du Da Vinci Code. Il s'agit d'un livre qui regroupe des feuilles volantes. Pompeo Leoni n'hésitera pas à découper certains de ces feuillets au ciseau pour distinguer les projets architecturaux des figures anatomiques. Les deux documents devant nous sont des études de Léonard pour le Palais Royal. Elles mettent en lumière les caractéristiques que l'artiste voulait donner au projet. Ce dessin est accompagné d'annotations. On y voit le château ainsi qu'une place qui, comme écrit Léonard, doit être séparée en deux parties. Il y a ici la route d'Amboise et le plan d'eau pour accueillir des bateaux. Là, il donne une indication sur les dimensions du palais, dont la construction doit être 2 fois plus longue que large. C'est intéressant, car cela nous rappelle que Vinci appliquait ici aussi les règles de la divine proportion du nombre d'or qu'il avait appris d'un mathématicien toscan. Bonjour. Bonjour, Je suis donc je Patrick. suis Martine. Enchanté. Bonjour, Je suis Pascal. Du Codex Arundel et puis également les manuscrits de la ville. D'accord. Martine, Pascal, maintenant que j'ai les premiers dessins qui concernent le projet de Léonard de Vinci, je voudrais savoir un peu comment localiser le palais à l'échelle de la ville de Romorantin. On peut le localiser grâce aux archives municipales. Donc ici, nous sommes dans le centre de documentation du musée de Sologne, où sont conservées toutes les archives de la ville, en particulier les comptes municipaux de la fin 15e, début 16e. Et nous sommes devant un autre document fondamental qui est le cadastre napoléonien, qui, bien qu'il ait été fait en 1828, garde encore des traces des siècles passés. En fait, on ne pouvait pas faire autrement parce que les archives royales ont disparu. Donc, on était obligé de tourner autour de l'objet historique pour trouver des sources complémentaires qui auraient montré en creux
ce qu'il y avait effectivement sur le terrain. Donc les étudiants de Pascal ont travaillé pendant plus d'1 an pour transcrire 5 années de contes. Et dans ces contes, on a découvert des choses très intéressantes. À savoir que d'abord, il y a, dès le début du règne de François Ier, dès le début de l'année 1515, des travaux énormes dans la ville. On repave des rues, les rues très importantes qui mènent à Blois, par exemple, et l'axe de la route d'Amboise. Et ces 2 axes-là sont importants parce que c'est les 2 châteaux royaux. C'est Blois et Amboise. Alors, grâce au Codex Atlanticus que vous avez vu, on sait que le palais était entre la rivière Sauldre, qui passe à Romorantin, et la route d'Amboise. On sait également que cet espace était délimité par la petite rivière de la Nasse, qui est ici, et d'autre part, par l'ancien château de Louise de Savoie. Encore en 1820, il demeure un espace rectangulaire, assez long, il fait pratiquement 400 mètres de long, qui s'appelle le Grand Jardin. Donc il y a de fortes chances que l'on puisse localiser désormais le projet de Léonard de Vinci sur ce très grand espace. Pascal, on se retrouve ici, sur la Sauldre, au cœur de ce qu'aurait été le projet de Léonard de Vinci pour François Ier. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je découvre un lieu magnifique. Ici, c'est le débouché du ruisseau de la Nasse. Au-delà de cette zone, c'était la zone où se retrouvaient les entrepôts, où on entassait les pierres pour le projet. Ici, c'est une zone qui est encore relativement plate, qui aurait correspondu à l'entrée du palais, mais on est déjà dans la zone dite du Grand Jardin sur le cadastre. Alors ici, on découvre encore un autre élément de relief très intéressant, puisque l'on voit que d'un seul coup, les berges s'élèvent à 5 mètres au-dessus de la rivière. Ce talus correspond aux fondations qui ont été mises en place par les artisans de Romorantin. Et alors, cette déclivité entre les 5 mètres d'altitude et le lit de la rivière aurait correspondu également, moi je les imagine mentalement, à des gradins que Léonard dessine aussi bien dans le Codex Atlanticus que dans l'élévation du feuillet de Windsor, des gradins descendant sur la rivière, de telle sorte que les courtisans pouvaient s'asseoir là et assister par exemple sur cette rivière à des quintaines, c'est-à-dire à des joutes sur l'eau. Pour se rendre compte, le palais aurait eu quelle dimension? Le palais, avec sa prolongation d'écurie, aurait pratiquement fait 160 mètres de long. Quand on sait aujourd'hui que Chambord, c'est plutôt 120 mètres, on est dans un très gros projet. Alors à partir de cet endroit aurait commencé la ville idéale de Léonard de Vinci. Faubourg pour les courtisans. Léonard prévoit toute une série de bâtiments aussi homogènes que possible. Les charpentes seraient venues par voie d'eau, parfois depuis Villefranche. On démontait les maisons de Villefranche pour construire des quartiers pour les courtisans. La difficulté d'un tel quartier aristocratique, c'est que toute une partie de l'année, il aurait été vidé quand la cour n'était pas là. Qu'à cela ne tienne, Léonard a une idée, il l'écrit dans ses codex, quand la cour n'est pas là, les gens de Romorantin peuvent venir y habiter, vivre en quelque sorte à l'heure de la cour pendant quelques mois. Et ensuite, il y avait des égouts. Et donc ces égouts doivent passer dans des canalisations qui eux-mêmes tombent dans la Nasse. Nous sommes dans la Nasse, dans la partie couverte qui a été couverte bien après. Ce ruisseau communique avec la Sauldre, à peu près 150 mètres. Et ce ruisseau devait jouer un rôle dans le projet de Léonard de Vinci. C'est-à-dire qu'il fallait nettoyer les écuries clos de la rivière,
Donc une fois les écuries nettoyées, la nasse pouvait recevoir les canalisations qui évacuaient les eaux sales des écuries. Ah là voilà. C'est une entrée qui doit faire 50 cm au carré. Oui, effectivement, et devant il y a un gros trou d'eau. Quand je pense que je suis rentrée là-dedans. Ouais. Et ben quand je pense que je vais essayer de rentrer là-dedans. D'accord. C'est pas grand. Alors? Ok, ben super, hein. Merci. On voit bien ça. Hein. Très chouette visite. Bon, alors ça va pas loin parce que ça s'est effondré, mais on voit bien que c'est en silex. Les mêmes silex qui ont été utilisés pour certaines rues à l'époque. Enfin, c'est vraiment tous les vieux murs ici, c'est comme ça. Et puis on voit bien la forme de la voûte. C'est incroyable, c'est exactement la forme des dessins de Vinci. Il a fait un dessin dans un manuscrit, je crois qu'il y a à l'Institut de France, d'une écurie modèle. On voit deux canalisations comme ça qui ont exactement la même forme. Donc ça doit faire à peu près 1,20 m sur 80. Et on voit bien que par terre, c'est de la pierre, donc c'est pour l'écoulement de l'eau. Donc c'est pas souterrain, c'est bien une canalisation. Je reste très surpris par la dimension incroyable des écuries dessinées par Léonard pour le projet de Romorantin. Donc je voudrais en savoir un petit peu plus sur la place des chevaux dans la vie de la cour. Il faut comprendre que François Ier est un roi chevalier. Sa petite bande est composée de chevaliers. Et des chevaliers qui sont là pour la guerre. Et les chevaux, qui sont des destriers, des bêtes extrêmement puissantes, qui valent une fortune. C'est un peu l'équivalent de voitures de luxe qu'il faudrait chouchouter, des Ferrari. Ces chevaux sont extrêmement fragiles. Et il est très important d'avoir de belles écuries qui éliminent toute possibilité de maladie. Par ailleurs, il faut savoir que le grand ami italien de Léonard de Vinci à Amboise et à Romorantin est le grand écuyer de France, qui s'appelle Galeazzo Sanseverino. Ce personnage était un des plus grands chevaliers de la chrétienté, maître des arts équestres, qui avait été le patron de Léonard de Vinci à Milan. Léonard avait visité ses écuries dans la capitale lombarde. Il avait vu ces grandes écuries de Vigevano et Léonard avait envie sans doute de lui faire plaisir. Et les écuries que Léonard veut réaliser ici, à Romorantin, sont des écuries high-tech, extrêmement modernes, avec par exemple le foin qui tombe directement dans les mangeoires, avec le purin qui est immédiatement évacué dans des canalisations souterraines, un petit peu comme celle qu'on a découvert d'ailleurs sous le site du fameux projet de Romorantin. La seule preuve concrète que l'on ait des travaux qui ont eu lieu ici, on la trouve dans ces manuscrits qui sont les manuscrits comptables de la municipalité de Romorantin. On voit que 2186 tomberelles à 2 chevaux ont été amenées sur le site, à la porte Bézot, donc on peut situer tout ça, pour que des pavés soient mis en levée. Donc il s'agit bien du terrassement. Et l'on sait que grâce au dépouillement complet de ces manuscrits, que des milliers et des milliers de chariots ont permis de surélever une terrasse au-dessus de la Saône. Donc ce que vous voyez là, c'est la preuve d'un énorme travail qui suppose également un montage financier. On lève une gabelle, c'est-à-dire un impôt sur le sel sur tous les habitants de la région, et cet impôt va servir à mettre en place toutes les structures du futur château.
Alors, il faut quand même que vous sachiez qu'il n'y a pas seulement le document que vous avez vu à Milan, il y a aussi d'autres documents qui jurent un petit peu par rapport à ce document que vous avez vu. Et je pense qu'il faudrait que vous alliez à Londres, et notamment la British Library, et que vous contactiez de ma part le professeur Martin Kem, qui est un ami, et pour qu'il vous donne accès à ces documents. Bonjour professeur Kemp, enchanté, je suis Patrick. Bonjour, enchantée, je suis Charline, la nièce de Patrick. Merci beaucoup de nous recevoir ici à la British Library. Avec plaisir. Ici sont exposées les plus belles pièces de la British Library. Les documents sur Romorantin sont dans une autre salle. Allons les voir. Okay. Pouvez-vous nous parler des facsimilés que Léonard de Vinci a écrits et dessinés au sujet de Romorantin, s'il vous plaît? Avec Léonard, il n'y a jamais un seul manuscrit sur un seul sujet. Pour comprendre ce qu'il a voulu faire avec Romorantin, vous devez aller d'un codex à un autre codex, à encore un autre codex, et nous sommes ici à la British Library pour regarder le codex Arundel qui contient quelques pages clés. Cette page est incroyablement importante. Elle contient ce plan absolument déterminant, assez petit. On croit toujours qu'il faisait de grands dessins, mais il y a de petites choses. Voici le dessin clé avec le petit profil juste à côté, caractéristique de ce qu'il faisait. De quoi s'agit-il? C'est le schéma d'un double palais. Il y a un grand canal au milieu. Ce n'est pas la rivière Sauldre, mais une voie d'eau dérivée de la rivière. Il y a un réseau de canaux qui irriguent les jardins et alimentent les fontaines. Il y a 2 palais, pas moins, peut-être un pour le roi, l'autre pour la reine, comme ça a été le cas plus tard à Paris avec Marie de Médicis. Pouvez-vous nous dire en quoi Romorantin correspondait à la ville idéale pour de Vinci? Quelques années auparavant, à la fin du XVe, alors qu'il travaillait à Milan pour le duc de Sforza, il avait dessiné les plans d'une nouvelle ville idéale avec une circulation extraordinaire, un réseau d'irrigation souterrain pour évacuer les substances malodorantes. Et l'idée était de créer comme un corps irrigué par le sang, par l'eau, une sorte d'organisme sain. Il s'intéressait beaucoup à l'hygiène. Il se souciait de choses comme les toilettes, l'eau stagnante et la pollution. C'était un homme qui avait de grandes visions, mais qui n'oubliait pas les détails. Il se demandait comment garder les toilettes propres. Est-ce que vous pouvez nous parler des fontaines, de ce qui apparaît sur cette page-là du feuillet? Il écrit sur les plans de Romorantin que chaque cour, chaque jardin aura sa fontaine. Ce qu'il a fait sur ce dessin, c'est une pompe automatique. 100 personnes pour pomper l'eau. C'est incroyablement ingénieux. Vous avez ici une sorte de pagaie.
Et là, c'est la surface de l'eau qui coule et fait tourner l'hélice. Il y a des dents qui s'engagent dans cette barre avec une vis à l'intérieur. Et donc, ça monte et ça descend en fonction des mouvements des dents. C'est une pompe automatique qui pompe, et l'eau sort là. C'est une sorte de ville high-tech. Léonard de Vinci aimait tout ce qui était automatisé. S'il pouvait créer quelque chose qui marche automatiquement, sans la force des muscles, il adorait ça. C'est un visionnaire, il est extraordinaire. Il aurait voulu plus que ça. Il aurait voulu une ville au service du palais. Je le soupçonne d'avoir pensé à un nouveau palais dans la nouvelle ville et probablement une nouvelle capitale pour la France. Il vous faut bien comprendre que ce que l'on voit ici, d'une certaine façon, est passionnant, mais ne renseigne pas sur l'aspect du bâtiment. C'est difficile de se faire une image du bâtiment à partir des plans. Vous devriez aller à Windsor. Ils ont un dessin incroyable, comme une vue depuis un aéroplane ou un hélicoptère, regardant en direction de ce superbe palais. Il était complètement fou d'une certaine façon, très instinctif. Il passait d'un sujet à l'autre avec passion. Suivre la pensée de Léonard de Vinci est incroyablement difficile. Bon, échec total. Et raté, j'ai l'impression. T'as entendu ce qu'elle nous disait, on n'est pas les premiers à essuyer cet échec-là. C'est la collection de la reine et c'est très très difficile d'accès. Bon et du coup un plan B quand même pour le vendre ces collections. Si oui, plan B c'est qu'elle nous a quand même donné un lien internet vers des scans haute résolution du feuillet. Ouais. Donc ça va quand même nous permettre de travailler sur la reconstitution du palais. Donc cool. C'est un moindre mal. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est quelque chose qui devrait vous servir à faire votre reconstitution 3D. Une maquette qui a été réalisée à Vinci dans le musée Leonardiano et qui montre quelles ont été en quelque sorte les options de Léonard de Vinci. Ici, le belvédère de Rome. Léonard avait vécu à Rome à la cour du pape avec des pavillons quadrangulaires, un style à l'antique. Et puis on a à gauche quelque chose de très différent, qui est beaucoup plus adapté au feuillet du Codex Atlanticus, avec une tour ronde
avec à l'intérieur de la tour ronde des chambres carrées. Ça, Léonard le détaille dans le feuillet du Codex de Milan. Et ça, c'est quelque chose de très à la française. Dans le château de Louise de Savoie de Padissi, les tours et les chambres sont bien de ce style-là. Alors, comment nous y prendre? On a une solution qui nous a été apportée fort heureusement par une archive, un dessin d'André Félibien, un personnage du XVIIe siècle, qui a découvert dans un grenier de Blois à la fin du XVIIe siècle une maquette représentant quelque chose qui aurait pu être Chambord avant Chambord, ou pourquoi pas Romorantin. D'accord, une sorte de maquette, une étude préalable à l'édification du palais. Une étude préalable, une étude d'architecte pour faire des choix. Et dans cette étude préalable, on reconnaît la griffe, le style de Dominique de Cortone, ce Dominique de Cortone qui avait été le collègue de Léonard pour l'organisation de fêtes, le personnage qui rend visite à Léonard au Clos Lucé à Amboise. Donc on sait que les deux hommes ont collaboré. Pascal, j'ai trouvé sur Internet un dessin de Léonard de Vinci correspondant au projet Romorantin qui traite de canaux, de rivières. J'aimerais bien que vous m'expliquiez. Ce que l'on voit ici, c'est un feuillet du Codex Atlanticus. Feuillet sur lequel on voit un schéma de localisation générale en haut, avec un trait rectiligne qui pointe en direction de Lyon, en écriture miroir, typique de Léonard de Vinci, Lione. Ça veut dire que Léonard ambitionnait de faire communiquer le réseau de la Loire et du Cher avec le réseau du Rhône. En d'autres termes, faire communiquer la Méditerranée à l'Atlantique. Alors, le deuxième schéma que l'on voit ici permet de localiser la Sauldre, ici le Cher, et puis on voit ici une sorte de rivière coudée entre le Cher et la Sauldre. Donc, si je me déplace en amont de Romorantin, ici, ce coude correspond au tracé de Léonard sur le Codex Atlanticus. Il s'agit de la rivière du Mabon. Alors, je propose qu'on descende vers le sud, et si on suit un tracé imaginaire qui va ici, on va tomber sur le Cher, tout près du village de Villefranche. La ville de Villefranche, Léonard en a inscrit le nom ici, Villafranca. Alors l'idée, c'est de dériver l'eau du Cher dans la Sauldre. Ça pose quand même un tout petit problème, parce que pour remonter ici sur le coteau, il y a 40 mètres de dénivelé. Ça suppose de construire un train d'écluses d'au moins 10 écluses. Léonard est capable de faire ça, puisqu'il a déjà travaillé pour Ludovic Sforza, puis pour Louis XII, sur ce genre de problème. Seul un hydraulicien de génie peut conduire le projet à bien. Alors, ça n'est pas très impressionnant, je le reconnais, mais d'abord, ce paysage est un paysage sans doute assez semblable à celui qu'a pu découvrir Léonard en 1517. Deuxièmement, ce petit ruisseau est très important parce que c'est un vestige des travaux opérés par Léonard de Vinci pour détourner le Cher dans la Sauldre. Alors, c'est juste un canal de faisabilité, ce n'est pas évidemment le canal tel qu'il aurait été réellement. Mais Léonard a sans doute détourné un ruisseau et l'a rendu bien rectiligne pour se rendre compte de la faisabilité de son projet. Donc si ce ruisseau avait été canalisé et élargi, quelle aurait été sa finalité par rapport à la ville? Deux finalités. D'une part, apporter les matériaux de construction du palais depuis le Cher, c'est-à-dire depuis toutes les carrières de pierre qui se trouvent le long de la Loire et du Cher. Le deuxième point, c'est qu'en amenant l'eau du Cher légèrement en surplomb de la ville de Romorantin, on pouvait alimenter des moulins.
Donc c'est une source d'énergie pour faire fonctionner des machines textiles. Oui, c'est des moulins à draps, parce que l'activité principale de la ville à l'époque, c'est la fabrique de draps pour l'armée. Activité protégée par François Ier, et Léonard avait cette connaissance puisqu'il avait perfectionné le moulin à draps, perfectionné les métiers à tisser. D'accord, donc il s'est appuyé sur un contexte existant, économique, urbanistique et architectural, et il a souhaité le développer et y mettre un petit peu sa patte. Oui, aussi parce que ce canal, en fait, devait aller bien plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà de Romorantin et du Cher, on voulait aller en direction du Lyonnais. Alors, donc volonté de développer industriellement et de faire de Romorantin une plaque tournante pour la France. Oui, au centre du royaume. Et voilà. Et alors ce hub aurait été en même temps un centre politique, puisque l'idée de Léonard et de François Ier, c'est d'amener autour de ce grand palais nouveau la cour et tous les instruments de gouvernement. D'accord, c'est presque une nouvelle capitale. Une nouvelle capitale au sens où Versailles plus tard était capitale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas là les cours souveraines qui restent à Paris, mais malgré tout, tous les organes du gouvernement sont là. D'accord. Et ce grand projet, c'est un peu le point culminant de la carrière de Vinci. En tout cas, ça y ressemble. Il a le pouvoir du roi de France pour faire quelque chose de gigantesque. Tous les axes de la créativité de Léonard sont là. On a l'ingénieur, le grand hydraulicien, l'inventeur de machines, l'urbaniste et le palais. Et le palais qui est une œuvre d'art. Et seul un personnage comme Léonard de Vinci était capable de réunir toutes ces capacités-là en un seul personnage visionnaire. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est pourquoi le projet est abandonné. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de palais royal à Romorantin. Alors il y a une grosse énigme à ce sujet, mais la première chose dont il faut être absolument certain, c'est que, contrairement à ce que l'on dit parfois, ça n'est pas une peste terrible à Romorantin qui aurait été la cause de l'abandon du projet. Il faut savoir aussi, lorsqu'il y a l'épidémie de peste, le médecin est payé par les deniers municipaux. Donc on sait à peu près les pestes qui sont déroulées. Dans les années qui concernent le projet, il n'y a pas de peste. Ou très très peu, bon, ça n'empêche pas la cour de venir par exemple. Par contre, en 1585, il y a, à partir de janvier, la grande mortalité de Romorantin. Cette épidémie va durer plusieurs mois et va faire plus de 4000 victimes, c'est-à-dire les 2/3 de la ville. Donc cette épidémie reste dans les mémoires très longtemps et les gens finissent par attribuer l'abandon du projet à cette épidémie-là qui, en fin de compte, a lieu pratiquement 70 ans après. Alors, si c'est pas ça, il faut essayer de chercher ailleurs. Une possibilité, c'est le fait que François Ier ait changé d'avis. Il avait affaire à un roi versatile, c'est tout à fait possible. Mais il y a une autre raison peut-être plus technique qu'on pourrait invoquer également. C'est le fait que Léonard de Vinci, dont la santé est à ce moment-là faiblissante, se voit chargé de toute une série de projets annexes. Par exemple, en 1518, il se voit chargé de scénographier des fêtes. Il faut reconstituer la bataille de Marignan, rien que ça. C'est énormément de travail. Alors même s'il a pour associé Dominique de Cortone, qui va beaucoup l'aider à réaliser toutes ces choses-là en très peu de temps, tout le temps qu'il consacre à ces fêtes ne peut pas être consacré à un grand projet architectural. Il est malade par ailleurs, donc Léonard va donc probablement abandonner le grand projet pour des raisons de santé. Ça ne veut pas dire pour autant que ces idées ne vont pas être réutilisées par d'autres. Et après sa mort en 1519, Dominique de Cortone est l'un des acteurs d'un nouveau projet, mais qui doit beaucoup à Romorantin, et qui est le projet de Chambord.
Dominique de Cortone emprunte là des idées qui sont nées chez Léonard en Italie, sans doute dès les années 1480-1490. Alors cet escalier, très typiquement italien, en est un signe évident. C'est un escalier à 2 rampes, mais il y a une caractéristique magnifique ici, c'est que les 2 rampes s'embrassent en hélice, avec une 3e rampe au-dessus, mais qui est cachée dans le lanternon. Mais il faut savoir aussi que Léonard a retrouvé cette idée de la spirale dans des escaliers soloniaux en bois, en colimaçon, dont le noyau porte une double main courante. C'est-à-dire que finalement, cet escalier est une sorte de synthèse, d'hybridation entre la tradition italienne et la tradition française. Professeur Pedretti, je voudrais vous soumettre quelques images de notre reconstitution en images de synthèse du palais. C'est un travail qui est encore en cours d'élaboration et j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que nous sommes en train de faire et peut-être... C'est un honneur que vous me faites. Je considère cela comme un privilège. Superbe. À première vue, cela me semble magnifique. On y retrouve le concept de Chambord, bien évidemment. Mais j'ai quelques doutes sur ces éléments-là. Tu parles des toits? Et pourquoi pas? On pourrait imaginer de simples coupoles, ou rien. Pourquoi pas? Pour les coupoles, tu penses plutôt au dessin de Windsor, n'est-ce pas? Le voici, c'est bien ça. À mon avis, ceci est beaucoup plus léonardien. Puis il y a ce système d'arc grandiose au milieu, qui s'élève encore plus haut. L'arc comme structure centrale. Ici, il n'y a pas de toit. Mais on pourrait imaginer un chemin de ronde. Bien, avançons, voyons le reste. Voilà, regarde. Pardonnez-moi si je me permets de vous donner tout de suite mes impressions. Mon Dieu, de mon temps, j'aurais tellement aimé avoir eu la possibilité de faire des reconstitutions d'un réalisme aussi saisissant. Oh là là. Quant au pont, je ne suis pas convaincu. Voyons, qu'est-ce qui me gêne dans ces ponts? Sais-tu où l'on pourrait trouver des modèles de ponts léonardesques? Pourquoi pas le style vénitien avec la partie centrale plane? Je pense que... Regarde, voilà le pont parfait. C'est un pont simple. Il est parfait avec ses arcades. Le modèle de pont idéal serait donc celui de Windsor. Je pense que Léonard aurait donné une image impériale. On retrouve toujours chez lui cette idée de l'Antiquité, avec Léonard. Et je crois que ça aurait plu à François Ier. Après tout, ce roi aspirait à devenir empereur. Si Romorantin fut un rêve inachevé, c'est peut-être parce que le projet de François Ier de devenir empereur fut lui aussi un rêve inachevé.
girate che così lo usavo un'altra cosa. I sanculotti, non sono mai quella lì è anche una parte. Ma voi disegnavate collage?